Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Première partie. Unité historique, restauration de la conscience historique africaine. Le moment est venu de tirer les conclusions pratiques de tant d'années d'études des problèmes africains, de les ramasser en formules aussi claires que possible afin de faciliter leur utilisation. Premier chapitre. Origine et historique du monde noir. Selon toute vraisemblance, les peuples africains actuels ne sont nullement des envahisseurs venus de notre continent. Ils sont tous autochtones. Les dernières découvertes scientifiques qui font de l'Afrique le berceau de l'humanité excluent de plus en plus la nécessité de peupler le continent africain à partir des autres. Depuis l'apparition de l'Homo sapiens, de la haute préhistoire à nos jours, nous pouvons retracer nos origines en tant que peuple, sans solution de continuité notable. À la haute préhistoire, dans un puissant mouvement sud-nord, les peuples africains, partis de la région des Grands Lacs, se sont glissés dans le bassin du Nil. Ils y ont vécu en grappe pendant des millénaires. Au temps protéhistorique, ils créèrent la civilisation soudanaise nilotique et la civilisation égyptienne. Ces premières civilisations nègres furent aussi les premières du monde, l'évolution de l'Europe ayant été retardée par la dernière glaciation qui a duré 100 000 ans. À partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, 525, occupation de l'Égypte par Cambyse, avec la fin de l'indépendance de la grande métropole noire, les peuples africains, qui étaient jusque-là retenus dans la vallée du Nil, comme par un aimant, irradient le continent dans toutes les directions. Y ont-ils trouvé des îlots de population issus d'infiltrations remontant au Paléolithique et au Néolithique? Quelques siècles plus tard, aux environs du 1er siècle, ils fondèrent les premières civilisations continentales de l'Ouest et du Sud, Ghana, Nokifé, Zimbabwe, etc. On sait maintenant, grâce aux mesures effectuées par la méthode du radiocarbone, que les premiers sites de Zimbabwe remontent au moins au 1er siècle de l'ère chrétienne. Sur la côte orientale de l'Afrique, on a retrouvé des pièces de monnaie romaines, indice d'un commerce florissant au port de Dunford ainsi qu'à Zanzibar. La première civilisation du Nigeria, celle que Bernard et William Fagg nomment la civilisation de Nok, remonte au moins au 1er millénaire avant Jésus-Christ. D'une façon certaine, c'est la méthode du radiocarbone qui a permis, ici aussi, de dater les céramiques de cette civilisation et de les situer entre 900 avant Jésus-Christ et 200 après. Le Tariq Soudan nous apprend que la ville de Koukia, sur le Niger, l'ancienne capitale du Songhai, avant Gao, est contemporaine de l'époque pharaonique. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'au 8e siècle après Jésus-Christ, l'empire du Ghana existait déjà et s'étendait sur tout l'ouest africain jusqu'à l'océan Atlantique. On voit donc que les États africains du Moyen-Âge surgissent pratiquement dès la fin de l'Antiquité soudano-égyptienne. Le Soudan nilotique ne perdra même son indépendance qu'au 19e siècle, tandis que son ancienne province orientale, l'Éthiopie, ne connaîtra que l'éclipse de l'occupation italienne de 1936, en dehors de laquelle elle n'aura jamais perdu son indépendance. À ce titre, l'Éthiopie est effectivement le plus vieil État du monde. Ghana durera du 3e siècle environ après Jésus jusqu'en 1240. Le Mali lui succède à partir de cette date
jusqu'en 1464, avènement de Soni Ali, fondateur de la grandeur du Songhai. Le démembrement de ces empires s'achève au XIXe siècle avec l'occupation effective de l'Afrique par l'Europe. Le morcellement s'accentue et on assiste à l'apparition de royaumes minuscules. Pourtant, jaloux de leur indépendance, comme celui du Cayor au Sénégal, conquis par Faidherbe sous Napoléon III, après une lutte extrêmement dure. Les royaumes de l'Afrique orientale, avec leurs cités commerçantes sur la côte, prospérèrent de la fin de l'Antiquité jusqu'au XVe et XVIe siècle, pour péricliter avec l'arrivée des Portugais. Ils entretenaient un commerce florissant avec l'Inde, le Siam et l'extrême Asie chinoise, comme en font foi les chroniques et les porcelaines chinoises trouvées sur les lieux. Nous avons de la peine, aujourd'hui, à nous faire une idée de l'opulence des cités commerçantes authentiquement noires de l'époque. D'après le R.P. Matthews d'Oxford, rapportant la tradition swahili, dans ces villes, on accédait à des lits d'ivoire par des escaliers d'argent. Le luxe du mobilier est à peine imaginable aujourd'hui. Les maisons étaient en pierre et pouvaient avoir jusqu'à 4-5 étages. Les habitants étaient des Africains authentiques, avec la peau d'un noir de jais. Les femmes étaient rasées comme au Ghana. Ces civilisations périclitèrent au XVIe siècle, avec l'arrivée des Portugais qui ont modifié les anciennes routes maritimes et commerciales de l'océan Indien. La conception de l'histoire africaine, qui a été résumée sommairement ci-dessus, est aujourd'hui pratiquement acceptée et intégrée par les savants. La culture négro-africaine a donné au monde entier un exemple d'extraordinaire vitalité et vigueur. Toutes les conceptions vitalistes, religieuses comme philosophiques, sont, j'en suis convaincu, sorties de cette source. La civilisation de l'ancienne Égypte ne serait pas possible sans le grand exemple de la culture négro-africaine. Et elle n'en fut très probablement que la sublimation. Georges Gervist, professeur à la Sorbonne, message au deuxième congrès des écrivains et artistes noirs tenu à Rome en avril 1959. L'histoire du Soudan nilotique, celle de l'Égypte et de l'Éthiopie actuelle, nous sont suffisamment connues. Jusqu'à ces dernières années, le passé de l'Ouest africain était raconté d'une façon relativement sèche. C'est pour cela que nous avons cru devoir l'animer sur la base des documents dont nous avons pu disposer, en faisant une analyse socio-historique sur une période de 2000 ans. L'ancienne organisation politique, économique et sociale de l'Afrique noire depuis 2000 ans, l'organisation administrative, militaire, judiciaire, l'organisation de l'enseignement, le niveau universitaire et technique, les usages et les fastes de la vie de cour, les mœurs et coutumes, tant de faits que l'on croyait à jamais perdus dans la nuit des temps. Nous avons pu les ressusciter de façon saisissante. Scientifique dans l'Afrique noire précoloniale. Pour tout l'Ouest africain en particulier, un travail similaire doit être entrepris pour toute la civilisation du Bénin-Ifé. L'intérêt principal de l'étude de la civilisation du Bénin est que, jusque dans sa superstructure idéologique, elle n'a rien emprunté ni au monde sémitique, ni au monde arien. Elle présente, par contre, une étroite parenté avec l'ancienne Égypte, comme on pouvait s'y attendre. Son art représente, dans une certaine mesure, le classicisme sculptural africain. Le même travail d'exhumation et d'animation de notre histoire pour une période qui s'étend également de la fin de l'Antiquité jusqu'à nos jours, peut et doit être entrepris d'une façon systématique pour toute l'Afrique orientale, centrale et méridionale. Les documents égyptiens, grecs, romains, persans, chinois, arabes dont on dispose, complétés par les fouilles de l'archéologie, permettent de le faire dans une large mesure. On voit ainsi que nulle part il n'y a de trou impossible à combler dans l'histoire africaine. Les lacunes ne sont que provisoires et la période qui nous intéresse
celle dont nous avons une conscience plus ou moins confuse, sait-on sans solution de continuité jusqu'à l'antiquité soudano-égyptienne et s'y imbrique. La conscience historique est donc dûment restaurée. Le cadre général de l'histoire africaine est retracé. L'évolution des peuples est connue dans ses grandes lignes, mais il faudra que les recherches déjà entreprises soient poursuivies de façon à combler les lacunes mineures qui existent encore. Que le cadre lui-même soit fortifié. Quoi qu'il en soit, d'ores et déjà, l'Africain ne voit plus derrière lui la nuit noire. Il peut suivre pratiquement l'évolution historique de son peuple de la préhistoire à nos jours. L'unité historique est ainsi démontrée. L'unité chichique qui en découle pour tous les habitants du continent noir et qui est sentie par chacun de nous est un fait élémentaire qui se passe de démonstration. L'unité géographique est aussi évidente, impliquant elle-même l'unité économique. De cette dernière, il est question dans les pages consacrées à l'industrialisation de l'Afrique, si l'on envisage l'organisation de la famille africaine précoloniale, celle de l'État, les conceptions philosophiques et morales, etc. On constate une unité culturelle évidente, découlant d'une adaptation similaire aux mêmes conditions matérielles d'existence. L'ensemble de ces aspects a été examiné dans l'unité culturelle de l'Afrique noire. Il existe également un fond linguistique commun. Les langues africaines présentent la même unité et constituent une même grande famille linguistique, aussi homogène que celle des langues indo-européennes. Rien n'est plus facile que d'établir les lois qui permettent de passer d'une langue zoulou, bantou, à la langue de l'Ouest africain, Serer, Wolof, Peul, et même de l'ancien égyptien. Confère l'Afrique noire précoloniale, deuxième partie. Cependant, les anciennes langues d'empire, Sarakoulé pour le Ghana, Mandeng pour le Mali, Songhai pour le Kaoga, Gao, ont vu leur aire d'extension extrêmement réduite aujourd'hui. À l'apogée de ces empires africains, les langues d'empire, d'administration, de commerce étaient des langues africaines proprement dites. L'arabe étant toujours resté, même après l'islamisation, la langue religieuse et intellectuelle, comme le latin pour l'Europe de l'époque. Mais avec l'occupation européenne, au XIXe siècle, les anciennes langues africaines d'administration furent remplacées par celles des différentes métropoles. Les dialectes remontèrent en surface et rivalisèrent avec les anciennes langues de culture qui les avaient pratiquement submergées. Il devient de moins en moins nécessaire administrativement, politiquement, socialement d'apprendre ces dernières. Les exigences de la vie quotidienne obligent plutôt à apprendre maintenant les langues européennes. Ainsi, la dégradation des anciennes unités linguistiques atteint son paroxysme aujourd'hui. Tandis que nous pouvons construire un État fédéral africain à l'échelle du continent noir sur la base de notre unité historique, chichique, économique et géographique, nous sommes obligés, pour parfaire cette unité nationale, pour la fonder sur une base culturelle autochtone moderne, de recréer notre unité linguistique par le choix d'une langue africaine appropriée que nous élèverons au niveau d'une langue moderne de culture, selon les procédés ci-dessous. L'unité linguistique domine toute la vie nationale. Sans elle, l'unité nationale et culturelle n'est qu'illusoire, fragile. Les tiraillements culturels de la Belgique le prouvent. Fin du chapitre 1.